Il est 10h30 lundi 11 mars en direct, édition spéciale sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci de nous rejoindre ce matin. C'est une édition particulière depuis à Arras, depuis la citadelle d'Arras, pour suivre cette cérémonie nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, en présence du Premier ministre Gabriel Attal, de plusieurs membres du gouvernement et de nombreux élus locaux avec 611 invités présents. Jour pour jour après l'attentat à la cité scolaire Gambetta et le meurtre de Dominique Bernard. Voyez ces images en direct. La plupart des invités sont arrivés. On attend maintenant le Premier ministre. Je vous rappelle que Gabriel Attal a commencé sa visite dans le Pas-de-Calais à Arras à 8h30 par des discours et surtout plusieurs rencontres et échanges avec l'équipe éducative, avec les enseignants, les élèves du lycée Gambetta où avait lieu l'attentat le 13 octobre dernier. Il a notamment évoqué l'école comme un sanctuaire. Dominique Bernard qui incarnait l'exact contraire de l'idéologie qui a armé le bras du terroriste. Dominique Bernard, selon Gabriel Attal, mort pour avoir voulu faire de ses élèves des personnes libres, égales et fraternelles. Le Premier ministre qui a remis la Légion d'honneur à plusieurs membres de l'équipe éducative de la cité scolaire Gambetta ce matin. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler sur ces images en direct. Vous voyez le préfet de région qui accompagne notamment le maire d'Arras, mais aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, est en compagnie, bien évidemment, de Gabriel Attal ce matin à la cité scolaire Gambetta. Xavier Bertrand ici sur ces images, le président de région, lui aussi qui a pris place. Les membres du gouvernement qui vont s'installer dans la tribune officielle pour cette cérémonie qui va démarrer dans quelques minutes maintenant. Je vous le disais, on attend le Premier ministre Gabriel Attal qui est en route, qui a quitté il y a maintenant quelques minutes la cité scolaire Gambetta, qui est donc en route vers la citadelle d'Arras. Le déroulé de cette cérémonie, justement, pourquoi l'organisation de cette cérémonie, non pas à Paris, comme c'était le cas depuis sa création en 2020 aux Invalides, mais en région. Cette fois, le contexte avec Hélène Terzian. Une cérémonie en dehors de Paris, c'est d'après Matignon une demande forte des associations de victimes. Le choix s'est porté sur Arras. Gabriel Attal était alors ministre de l'Éducation nationale lorsque Dominique Bernard a été poignardé dans son lycée 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. La cérémonie, qui rend hommage à toutes les victimes du terrorisme, sera particulièrement dédiée à la mémoire des 2 enseignants. En alternance avec un chœur de jeunes chanteurs, un premier texte sera lu en hommage à Dominique Bernard par un élève et un professeur de son lycée. Un second tandem du collège du Bois d'Aulne, celui de Samuel Paty, le fera en hommage au professeur d'histoire. Gabriel Attal prononcera ensuite un discours d'une vingtaine de minutes en présence des familles de victimes et des ministres présents, notamment Gérald Darmanin et Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale, mais sans le chef de l'État. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Les proches de Dominique Bernard, sa famille, les élèves, les enseignants de la cité scolaire Gambetta, toute la ville d'Arras avait été bouleversée par cet attentat terroriste le 13 octobre dernier. Tous s'accordent à dire qu'il était nécessaire d'organiser cette cérémonie nationale ici à Arras. Julie Brault. Dans les couloirs du lycée, le nom de Dominique Bernard résonne toujours aussi fort. Alors pour Marie et Lucie, élèves en classe de seconde, c'est une évidence que l'hommage national aux victimes du terrorisme ait lieu ici, dans la ville d'Arras. Je trouve ça important pour se souvenir, aussi de se dire que ça peut arriver partout. C'est un symbole de l'établissement et pour Monsieur Bernard qui est mort dans cette ville, et c'est mieux de le faire ici qu'à Paris. Parmi les 600 invités attendus à la citadelle, Christian, l'agent d'entretien qui s'est interposé face aux terroristes, appréhende un moment de grande émotion. Revoir mes collègues qui étaient dans l'action avec moi, ça va être un peu émotionnel. Ils ont quand même été touchés gravement dans leur chair. Ça ne doit pas arriver. Putain, l'école, c'est un sanctuaire, donc ça ne devrait pas arriver. Une étape difficile, donc, vers une lente reconstruction. Pour moi, c'est symbolique. Ça va prouver que le gouvernement est quand même derrière nous. Puis des millions de Français vont le voir, donc ça va nous faire du bien. En fin de journée, il ira finalement déposer une rose, place des Héros, lors de l'hommage public organisé par la ville d'Arras. Christian Berroyer, l'un des membres de l'équipe éducative de la cité scolaire Gambetta d'Arras, qui s'était interposé et qui a été décoré de la Légion d'honneur ce matin par le Premier ministre, de même que Jacques Davoli, Benjamin Laribi, David Verrag et Frédéric Viéban. Ces 5 membres de l'équipe éducative du lycée Gambetta décorés de la Légion d'honneur ce matin. Sur place, en direct, les images de cette cérémonie qui va démarrer dans quelques minutes. Je vous le disais, on attend le Premier ministre Gabriel Attal en route depuis
le centre d'Arras vers la citadelle. Vous voyez les principaux membres du gouvernement qui sont sur place. On a vu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, elle est aux côtés du Premier ministre. Elle était depuis 8h30 ce matin au lycée Gambetta. Le maire d'Arras est également avec son écharpe tricolore, Frédéric Leturc. On a aperçu entre autres Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, Marine Le Pen également présent, plusieurs élus locaux. Au total 600 en personnes qui sont là. Sur place, le préfet de région. Également 600 invités, je vous le disais, cette cérémonie qui va s'ouvrir par un chant interprété par la maîtrise populaire de l'opéra comique, la marche des enfants, puis la lecture d'un texte, lettre à Dominique Bernard par un collègue de l'enseignant tué en octobre dernier et un élève aussi du collège Gambetta qui prendra la parole. Un deuxième chant ensuite interprété par la maîtrise populaire de l'opéra comique, puis la lecture d'un texte par un professeur, un élève du collège de Conflans-Sainte-Honorine, le collège de Samuel Paty. Gabriel Attal sur ces images en direct qui arrivent à la citadelle et la cérémonie nationale d'hommage aux victimes qui va débuter. Le Premier ministre qui est attendu bien sûr pour un discours d'une vingtaine de minutes, on l'a vu dans un instant.
Ta silhouette, je la vois sur le perron du lycée Gambetta. Quand nous arrivions ensemble pour aller enseigner et que nous gravissions ces quelques marches, alourdis par nos sacs, nos copies, nos livres et nos idées. Alourdis, mais tellement légers. Parce que toi et moi allions faire ce que nous aimions, ce pourquoi nous étions taillés, élevés. Ta silhouette, je la vois dans la salle des profs. Je vois ta chemise, toujours, le gobelet que tu tiens, ton sourire malicieux parce que tu as un truc marrant à dire. Il était difficile de ne pas s'approcher, de ne pas t'écouter, de ne pas se laisser ravir par un conseil de lecture, une anecdote, un rien, un tout. Ta silhouette, je la vois dans les couloirs, devant une classe un peu dispersée, que ta présence ramenait au calme. Parce que c'est Monsieur Bernard, alors, bonjour monsieur. C'est aussi ça ton pouvoir avec les élèves. Tu étais là pour eux. Ils l'avaient compris et se nourrissaient en désordre de ta passion contagieuse pour la littérature, de ta foi en l'homme, des espoirs que tu mettais en eux. Ta silhouette, je la vois sur le perron du lycée Gambetta, quand nous arrivions ensemble et que tu disais aux fumeurs amassés devant l'entrée. Alors, on se fume un petit clou de cercueil, l'air satisfait, content de ta vanne. Quelle ironie tragique que ce soit sur ce même perron où tu as usé tant de semelles que la vie t'ait été ravie. Tu ne l'as pas cherché, toi, ce clou. Il s'est planté en toi au hasard, d'une haine aveugle et primitive. Quelle ironie aussi qu'un geste aussi sombre, aussi obscur, ait frappé celui que Victor Hugo aurait pu appeler un porteur de flambeau. Te voilà élevé au rang des martyrs, toi, l'homme discret. Une passion en remplace une autre, et quelle perte pour le monde. Je n'oublierai jamais ta silhouette sur le perron du lycée Gambetta. Ce texte a été écrit par Aurélie Gilles, notre collègue professeur de lettres. Merci.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs membres des associations de victimes, le 16 octobre 2020, notre collègue Samuel Paty a été assassiné aux abords de notre collège par un terroriste islamiste. Ce jour-là, notre vie a basculé dans l'horreur. Ce jour-là, la France entière a été sidérée, bouleversée. L'école n'était plus un sanctuaire. Après le choc, il nous a fallu reprendre notre travail, continuer à faire court. Mais plus rien n'avait de sens. Quelques semaines plus tard, un soir de novembre 2020, l'Association française des victimes du terrorisme est venue à notre rencontre. Au début, nous ne comprenions pas bien pourquoi ces gens nous avaient contactés. Nous avons rencontré Chantal Anglade, mère de victimes, et comme sa collègue, Delphine Allenbar, professeure détachée de l'éducation nationale au service de l'association. Nous avons rencontré Samuel Sandler, dont le fils et les petits-enfants ont été assassinés par Mohamed Merah, Michel Catalano, rescapé des attentats de janvier 2015, Arnaud Lançon, frère de Philippe Lançon, Catherine Bertrand, survivante des attentats de novembre 2015, Daniel Klein, Georges Saline et tant d'autres. Ce soir-là, pour la première fois, nous avons entendu cette phrase « Vous êtes victime ». Ces personnes nous ont tendu la main, ont partagé avec nous leur expérience, avec fraternité et générosité. Nous avons alors compris que s'accepter comme victime, c'est-à-dire reconnaître le préjudice que l'on a subi, ne revient pas à se plaindre, se morfondre dans son mal-être, mais qu'il s'agit de la première étape vers la reconstruction. Nous avons compris le fonctionnement du stress post-traumatique à l'aide de Catherine Bertrand. Avec Michel Catalano, qui a souhaité rester dans l'imprimerie où il a été pris en otage par les frères Kouachi, nous avons réfléchi à ce que représentait le fait de rester dans ce collège, le lieu d'où tout est parti. Nous avons surtout compris l'importance de la parole, du partage et du collectif pour comprendre et guérir. En rencontrant nos élèves depuis 4 ans, à travers le récit de leur expérience, les membres de l'association nous ont aidés à redonner un sens à notre présence dans cet établissement. Aujourd'hui, grâce à eux, nous pouvons regarder la vérité en face et parler librement avec nos élèves pour, avec eux, se souvenir et réfléchir. Au Collège du Bois d'Aulne, nous sommes les gardiens de la mémoire de Samuel Paty et de cet attentat. Dans notre établissement, nous avons décidé de ne pas seulement la commémorer, mais aussi de la faire vivre à travers des actions éducatives. Alors, le 13 octobre dernier, quand nous avons appris cet attentat horrible qui a tué notre collègue Dominique Bernard, nous avions eu l'impression de revenir 3 ans en arrière. La date, un vendredi du mois d'octobre. Le lieu, un établissement scolaire. Le fait qu'un élève se retourne contre son professeur. Tout nous a rappelé le 16 octobre 2020. Mais après le choc, notre première pensée a été pour nos collègues et les élèves du lycée Gambetta. Notre premier réflexe a été de vouloir les rencontrer pour leur apporter tout ce que toutes ces victimes nous avaient apporté. Aujourd'hui, c'est aussi le sens de notre présence ici. Il est si douloureux de prendre conscience que ce que nous avons vécu au Collège du Bois d'Aulne n'est plus cette tragédie terrible et incroyable, mais qu'il s'agit désormais d'un précédent. C'est acté. Nous, professeurs, sommes des cibles, parce que professeurs. Désormais, il nous faut vivre avec, travailler avec. Mais nous, à Conflans-Sainte-Honorine comme à Arras, nous ne nous résignons pas. Nous continuerons à lutter avec la grande communauté des victimes d'attentats contre l'obscurantisme, la haine, l'ignorance, contre la radicalisation, par le dialogue, la transmission, bref, par l'éducation. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anis, j'ai 14 ans. J'ai rédigé ce texte avec ma camarade Agathe, ici présente, et grâce à des témoignages des élèves de ma classe. Nous sommes scolarisés en classe de 3e au Collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Avant le 16 octobre 2020, nous connaissions M. Paty comme un prof agréable et gentil qui prenait du plaisir à nous faire cours. Pour certains d'entre nous, nous nous souvenons avoir entendu des rumeurs le concernant dans la cour de récréation. On entendait beaucoup de versions d'une histoire sans savoir qui ou quoi croire. Nous ne nous souvenons pas précisément de ce que les autres pensaient,
Mais selon Agathe, c'était un mouvement de groupe. Tout le monde suivait tout le monde, sans savoir vraiment ce qui se passait. C'était un effet de masse, sans que personne n'en mesure les conséquences. Ce vendredi 16 octobre, pour une partie de notre classe, nous avions cours en dernière heure avec M. Paty. Et pour d'autres, nous rentrions chez nous sans la moindre inquiétude, insouciants et heureux d'être en vacances. Dans la soirée, les informations nous parviennent et nous découvrons l'horrible assassinat de M. Paty. Une grande partie des élèves ayant accès aux réseaux sociaux se souviennent avoir vu la photo du corps de M. Paty décapité. Mais pas seulement. Ils recevaient même des messages de menaces ou d'incitation à partager l'effroyable photo. Cela a été le cas d'une élève ayant partagé de nombreuses fois la photo en commentant avec des horreurs comme « bien fait pour lui » ou encore « il l'a mérité ». Cette élève a été jugée pendant le procès pour mineurs de novembre dernier. D'après des témoignages recueillis dans ma classe, les élèves ayant reçu la photo ont été profondément choqués et désorientés, ne sachant pas comment réagir à 11 ans devant une telle horreur. Des élèves se sont renfermés sur leur mal-être, n'osant pas avouer avoir vu la photo. Ils n'arrivaient même pas à en parler à leurs parents par peur de leur réaction. Après les vacances de la Toussaint, nous nous souvenons tous de ce retour en classe difficile, avec les caméras braquées sur nous, des journalistes qui nous couraient après pour essayer de nous parler. Il y avait des policiers tout autour de notre collège. Ils le barricadaient et fouillaient tous nos sacs. Certains se pensaient dans un film de science-fiction et d'autres trouvaient que les médias avaient volé notre collège. Les caméras rentraient dans notre intimité. Cela devenait oppressant et nous ne nous sentions plus en sécurité. Certains pensaient même à changer de collège. Nous nous souvenons du retour en classe le mardi après les vacances. Nous avons bénéficié de 2 heures d'échange avec 2 professeurs sur nos émotions et ce que nous ressentions. Cela fut un moment très éprouvant pour les élèves et les professeurs, mais essentiel pour ne pas rester seuls face à ces émotions. Une cellule de crise avait été mise en place au collège pour accompagner les élèves en ayant besoin. Je me souviens, ce n'était pas une année comme les autres. De nombreux professeurs sont partis et d'autres se sont absentés pendant un long moment. Au sein du collège, nous commémorons la mémoire de M. Paty en maintenant par exemple la journée médiévale qu'il organisait chaque année. Le CDI a été renommé en son nom. De nombreux dessins, discours et textes ont été faits en son honneur. Une fresque le représentant en train d'enseigner est exposée dans le collège. Nous avons aussi la chance d'avoir des interventions pour discuter librement de cet attentat et entretenir le souvenir de notre professeur. Le 16 octobre 2020, M. Paty fut lâchement assassiné pour n'avoir seulement fait que son travail. Mais personne n'aurait imaginé que 3 ans après, presque jour pour jour, le 13 octobre 2023, Dominique Bernard serait assassiné ici même à Arras. Le vendredi 13 octobre 2023, la nouvelle est arrivée comme un choc. Nous pensions que l'assassinat de M. Paty serait le premier et le dernier et que cela aurait servi de leçon. Alors comment Dominique Bernard a pu être assassiné alors que lui aussi ne faisait que son travail? Lorsque nous avons appris cette effroyable nouvelle, cela nous a fait penser à ce qui s'était passé dans notre collège. Cela nous a énormément touchés. Ce jour-là, nous étions en cours alors que les professeurs faisaient des allers-retours en larmes dans les couloirs. Nous n'étions pas encore au courant de l'événement. Les voitures de police commençaient à s'attrouper autour de notre collège. Cela a réveillé de nombreux souvenirs tragiques en nous, mais nous avons été accompagnés par des assistantes sociales, des CPE et d'autres membres du personnel. Nous sommes nombreux à avoir pleuré ou bien quitté l'établissement sous le choc de la terrible nouvelle. Nous avons immédiatement pensé aux élèves et aux professeurs d'Arras. Nous comprenions ce qu'ils traversaient, car nous l'avions déjà vécu, et nous savons à quel point cela est difficile. Avant le 16 octobre 2020, quand je voyais des terribles attentats à la télévision, je ne me rendais pas compte de ce que les personnes concernées vivaient. Mais après cet événement, j'ai développé de l'empathie et j'ai réussi à comprendre ce que toutes les personnes victimes du terrorisme ressentaient.
Aujourd'hui en France, n'oublions pas que nous avons la chance d'avoir accès gratuitement et librement à l'école. Et n'oublions pas nos professeurs qui tous les jours œuvrent pour notre avenir et notre réussite. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Nous faisons et nous ferons perdurer le souvenir de M. Paty, de Dominique Bernard et de toutes les victimes de la violence aveugle du terrorisme. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du Conseil régional des Hauts-de-France, monsieur le président du Conseil départemental du Pas-de-Calais, monsieur le maire d'Arras, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs victimes, familles de victimes du terrorisme, mesdames et messieurs, une détonation, un coup, des cris, des hurlements, des mouvements de foule, l'incertitude, la confusion, les sirènes des secours, les instructions des forces de l'ordre, les larmes, la douleur, le choc, et puis le silence. Le silence qui semble entourer, envahir, étouffer ces lieux où tout a basculé. Ce silence, toutes les victimes d'attentats le ressentent. Tous leurs proches le ressentent. Il arrive invariable, pesant. Il arrive alors que la souffrance est encore là, que la crainte est encore présente, que les souvenirs se mêlent, reviennent, s'effacent, se mélangent et frappent la mémoire comme une nouvelle blessure. Ce silence, je ne peux pas m'y résoudre. Je ne peux pas l'accepter. Je ne veux pas l'accepter. Autour du président de la République, avec mon gouvernement, je veux le dire à toutes celles et à tous ceux qui ont été victimes d'un attentat, à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu un proche, à toutes celles et à tous ceux dont le destin a été frappé à jamais par le terrorisme, je veux leur dire, la République se tiendra toujours à vos côtés. Pour vous reconstruire, pour vous accompagner, la France sera toujours à vos côtés. C'est notre devoir et notre honneur. Nous n'y manquerons pas, nous n'y manquerons jamais. Mesdames et messieurs, revenir à Arras, près de 6 mois après l'attentat terroriste qui a emporté Dominique Bernard, grièvement blessé plusieurs de ses collègues et meurtri la France tout entière, c'est un symbole fort. Revenir à Arras pour saluer la mémoire de tous les morts, des souffrances de tous les blessés, la douleur de toutes les familles, c'est un symbole puissant. Celui de ce lien qui rassemble toutes celles et ceux qui ont souffert du terrorisme partout sur notre territoire, depuis les terrasses, les salles de spectacle, de rédaction de Paris, jusqu'au pont Bir Hakeim, depuis la préfecture de police jusqu'à un centre commercial de l'Aude, depuis le marché de Noël de Strasbourg jusqu'à une église de Normandie, depuis la promenade des Anglais, le parvis de la gare Saint-Charles, jusqu'au centre-ville de Romans-sur-Isère, à une école juive de Toulouse, un collège à Conflans-Sainte-Honorine, un commissariat de Rambouillet, une cité scolaire dans cette ville d'Arras, jusqu'à tant d'autres endroits encore. Un terrorisme qui peut frapper sur notre territoire
comme il peut prendre les vies de nos concitoyens à travers le monde. Quelques jours avant le drame d'Arras, le 7 octobre, c'est en Israël que l'attaque terroriste barbare du Hamas a emporté la vie de 42 de nos concitoyens. Le propre du terrorisme, c'est qu'il peut frapper n'importe où, emporter n'importe qui. C'est qu'il peut cibler et viser, tout comme il peut chercher à anéantir, détruire et tuer indistinctement. Et de cette effroyable incertitude, de cette injustice fondamentale, naît un lien indéfectible entre les victimes. Une communauté de souffrance, mais aussi d'espoir. Celui de se reconstruire, celui d'avancer, celui de retrouver le goût de la vie, mais sans jamais rien oublier. Oublier. Comment cela serait-il possible quand on a connu l'horreur, quand on a été tenu en joue par la haine, quand on a vu la mort en face? Oublier. Comment pourrait-on seulement oublier, alors qu'au contraire, chacun doit savoir, chacun doit connaître, encore un jour, un mois, un an, des décennies plus tard, comment des femmes et des hommes sont tombés parce qu'ils étaient libres. Comment certains ont cru pouvoir faire céder notre société et plier nos valeurs. Comment la barbarie a tenté d'imposer son joug sans jamais nous faire renoncer. Oui, nous devons transmettre de génération en génération la mémoire de ces attentats. Alors nous nous y engageons pleinement. Sur décision du président de la République, ce 11 mars, triste anniversaire de l'attentat de la gare d'Atocha à Madrid, est devenu la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Ce 11 mars 2004, il y a 20 ans jour pour jour, le terrorisme islamiste a frappé l'Europe massivement pour la première fois. Cette date, elle reste comme une cassure pour notre continent. Nous avons compris que nous aussi, nous étions des cibles. Nous l'avons compris durement, si durement. Alors ce 11 mars, toute la France fait corps, partage la mémoire et se souvient de toutes celles et ceux qui sont morts sous les coups ou sous les balles. Elle s'incline devant tous ceux qui ont perdu la vie, ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur esprit, parce qu'ils étaient les visages de la France et de notre art de vivre, parce qu'ils vivaient d'insouciance, de culture, de savoir, parce qu'ils vivaient libres et chérissaient cette liberté. Toutes les victimes du terrorisme sont des héros de la liberté. Et pour eux, nous ne devons jamais oublier, jamais renoncer. Nous faisons vivre la mémoire en garantissant aux jeunes générations qu'elles connaissent le destin de ceux qui ont croisé la haine et la barbarie sur leur chemin. C'est le sens du musée mémorial du terrorisme que le président de la République s'est engagé à ériger. La promesse sera tenue et le musée ouvrira ses portes en 2027. Transmettre, faire savoir, c'est également notre volonté dans les écoles pour que la jeunesse sache ce que les victimes ont enduré, ce à quoi le fanatisme peut conduire et pour continuer à enseigner la liberté. Ce combat, nous l'avons en partage, nous l'avons en commun. Il est le mien comme Premier ministre, comme ancien ministre de la Jeunesse puis de l'Éducation nationale, et je sais que la concorde dans notre société se bâtit d'abord dans notre jeunesse. Ce combat, il anime chacune et chacun d'entre vous. Vous qui donnez, notamment grâce à la mobilisation, corps et âme, pour partager le lourd fardeau et la terrible histoire des victimes. Ce combat, il animait notamment Samuel Sandler, père et grand-père de victimes de l'attentat de l'école Ozar Hatorah, qui nous a quittés cette année. Je veux ici, avec vous, lui rendre hommage. Alors pour lui, pour ses enfants, ses petits-enfants, comme pour toutes les victimes, nous dirons dans les écoles ce qui s'est passé. Nous dirons la vérité, telle qu'elle est, sans crainte, sans censure, sans atténuation. Nous nommerons l'innommable. Nous dénoncerons la haine. Mais surtout, nous apprendrons. Nous transmettrons l'amour de la liberté, la soif de l'égalité et le besoin de fraternité. Je le crois fermement. C'est la victoire de l'école qui sonnera le glas de l'obscurantisme, de tous les obscurantismes, de l'obscurantisme islamiste qui veut mettre à bas notre école pour ses valeurs. Nous lutterons et nous vaincrons.
Ici, à Arras, comme quelques années plus tôt à Conflans-Sainte-Honorine, contre Samuel Paty, c'est à l'école que le terrorisme s'en est pris. Ce choix n'a rien d'un hasard. L'école, c'est ce qui élève, c'est ce qui donne les clés de la connaissance et du savoir. C'est là que le respect s'inculque et que la liberté se comprend. C'est à l'école que l'on découvre l'évasion, l'ouverture au détour d'une ligne d'un roman, d'un vers d'un poème, d'une réplique de théâtre. C'est là que l'on apprend à connaître notre passé et en tirer toutes les leçons pour l'avenir, en parcourant une à une les périodes de notre histoire. C'est là que la logique et les raisonnements se forgent avec le maniement des chiffres. C'est là que l'on remet en cause ces idées reçues au contact des auteurs et des textes de notre philosophie. Les terroristes détestent l'école, c'est normal. L'école est la meilleure arme pour les combattre. L'école est notre plus grande force pour bâtir un avenir de concorde, de civisme, de paix et de respect. C'est tout ce qu'incarnait Dominique Bernard, mort parce qu'il était professeur, tombé parce qu'il voulait protéger son école, protéger les élèves, et à travers eux, tous les élèves de France. C'est tout ce que représentent les femmes et les hommes du lycée Gambetta, que j'ai eu l'honneur de croiser, de rencontrer, d'écouter. Des femmes et des hommes dont le courage impressionne et dont la détermination nous oblige. Oui, cette détermination nous oblige. Et je veux le dire, cette journée d'hommage, c'est avant tout, et se doit avant tout, être une journée de combat. Combat pour notre éducation et contre l'endoctrinement de la jeunesse, je l'ai dit. Combat pour nos valeurs républicaines, partout où elles sont contestées, partout où elles sont en danger. C'est pourquoi nous nous sommes dotés pour la première fois d'une stratégie contre le séparatisme, une stratégie pour traquer la haine de la République dans chaque école où elle est menacée, dans chaque association où elle est vilipendée, dans chaque prêche où elle est contestée. C'est une journée de combat, enfin et bien sûr, pour notre sécurité, grâce à l'engagement exceptionnel de nos forces de l'ordre et de nos services de renseignement. Depuis 2017, grâce à eux, 43 attentats ont été déjoués. Alors, sous l'autorité du président de la République, nous prenons toutes les mesures pour leur donner les moyens d'agir. Le budget de nos services antiterroristes a été doublé par rapport à 2015. Nous avons renforcé notre justice, nos capacités d'enquête, en créant le parquet national antiterroriste. Nous avons multiplié les outils à notre disposition, en permettant des visites au domicile de ceux que nous soupçonnons, des mesures de contrôle individuel, la fermeture des mosquées radicalisées. Aujourd'hui, comme chaque jour, notre vigilance est maximale, totale, absolue. Le terrorisme peut frapper partout et n'importe quand, alors nous aussi, nous sommes présents partout et tout le temps. Nous sommes présents plus encore pour veiller à la sécurité de tous à l'orée des Jeux Olympiques et Paralympiques où le monde entier se pressera à Paris. Mon engagement, comme Premier ministre, c'est de tout faire, de tout donner pour éviter l'irréparable. Avec le ministre de l'Intérieur, c'est un engagement du quotidien. À chaque seconde, la France est aux aguets. Mesdames et messieurs, quand la terreur frappe, la France se lève, toujours solidaire, unie, déterminée. Elle se lève d'abord les yeux embués. L'émotion suit le choc. Elle est partagée par 68 millions de Français. Cela ne l'atténue pas, au contraire, cela la décuple encore. Une émotion qui résonne à mesure que les noms de femmes et d'hommes tués, blessés, meurtris sont révélés. À mesure que les visages de femmes et d'hommes dont la vie regorgeait de promesses sont dévoilés. À mesure qu'une question revient, comme un écho entêtant. Et si cela avait été quelqu'un que j'aime? Et si cela avait été moi? Si j'avais décidé d'aller à ce concert? Si j'avais décidé de prendre cette rue plutôt qu'une autre? Si je m'étais installé à cette terrasse plutôt que dans le café d'en face? Se poser ces questions est un privilège, car pour beaucoup, pour les victimes, pour les survivants, la vie ne sera plus jamais comme avant. L'attentat, l'attaque ne dure que quelques instants, mais le terrorisme marque à jamais ses victimes. Rien ne rendra jamais un être cher. Rien ne pourra totalement rendre la vie d'avant. Alors, puisque la peine est éternelle, nous devons être au rendez-vous à chaque moment, à chaque étape, aux côtés des victimes. Chaque jour, avec elles, les associations accomplissent un travail extraordinaire
elles les aident, les conseillent, les écoutent. Elles sont une oreille attentive, un appui précieux, une explication importante. Elles sont autant d'épaules sur lesquelles s'appuyer, autant de soutien dont on ne peut se passer. Je veux leur rendre hommage. Je veux les remercier au nom du gouvernement et je le crois très profondément, au nom de l'ensemble des Français. Alors nous devons être à la hauteur de leur engagement. Depuis les attentats de 2015, le Fonds de garantie des victimes a changé de dimension. En 9 ans, plus de 7200 victimes ont été prises en charge, accompagnées, aidées. C'est plus qu'au cours des 30 premières années d'existence du Fonds. Alors il évolue et se développe pour garantir aux victimes non seulement une indemnisation, mais aussi une écoute, une aide, un accompagnement. Être à vos côtés, c'est le sens du travail quotidien sous l'autorité du garde des Sceaux, de la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Chère Alexandra Louis, je sais votre travail et votre engagement. En devenant Premier ministre, j'ai demandé à ce que partout, toujours et tout le temps, on puisse simplifier la vie des Français. Je le souhaite particulièrement pour vous, pour les victimes du terrorisme. Vous avez affronté l'horreur. Il n'est pas question que vous ayez affronté ensuite les lourdeurs, les lenteurs. Pas question que vous deviez vous lancer dans des démarches kafkaïennes alors que votre appel est si clair. L'aide, l'accompagnement, le soin. Le ministre de la Justice a demandé que la délégation interministérielle travaille à bâtir rapidement un point d'entrée unique pour toutes les démarches, toutes les interrogations et toutes les demandes des victimes. Nous leur devons et je souhaite que ce projet avance rapidement. Être à vos côtés, c'est enfin veiller à ce que la justice soit rendue. Les procès sont des moments nécessaires et éprouvants, difficiles, mais parfois libérateurs. Ils obligent les victimes à se replonger dans le drame, à revivre un peu de l'odieuse attaque. Il y a un peu moins de 2 semaines, s'est ouvert le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Ce moment délicat, important, je sais tout l'engagement des associations aux côtés des victimes pour les aider à le traverser. Mesdames et messieurs, s'il y a une dernière chose que cette journée nous montre, c'est la force de nos valeurs, c'est la puissance de la République, c'est la détermination de la France. Les terroristes nous attaquent, nous atteignent, nous touchent, mais ils ne nous feront jamais céder. Ils ne nous feront jamais céder. Nous ne leur céderons rien. Nous ne céderons rien à leur fanatisme, quel qu'il soit, car nous savons que l'unité le terrassera. Nous ne céderons rien face à leurs injonctions, car nous nous battrons toujours pour que le progrès l'emporte. Nous ne céderons rien face à leurs menaces, car rien ne nous arrêtera pour défendre la République et pour protéger les Français. Nous ne céderons rien et nous n'avons pas peur, car c'est bien eux en réalité que notre liberté terrorise, tant et tant qu'ils veulent la briser. Eux que notre égalité effraie, tant et tant qu'ils veulent la remettre en cause. Eux que notre fraternité inquiète, tant et tant qu'ils veulent nous diviser. Ils n'y parviendront pas, ils n'y parviendront jamais. La France reste et restera le pays des savoirs et de la transmission, le pays de la culture et de l'irrévérence, la patrie pour toujours de la liberté. Il y a quelques années, le président de la République avait évoqué notre art d'être français. Cet art d'être français, c'est ce qui nous rassemble. Et jamais rien ne pourra l'effacer. Vive la République et vive la France.
que l'amour à offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre l'eau de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes, justice et féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles, nos compagnes, aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur couvre nos sillons.
pour eux, nous mènerons de toutes nos forces le combat. Combat pour l'éducation, la transmission, la mémoire, combat pour notre sécurité, pour nos valeurs républicaines, et nous céderons.